Salut Internet! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que si vous suivez mes réseaux sociaux, je vous avais promis de réaliser une vidéo comparative entre le Canon EOS R5 et le Sony Alpha One. Alpha One, Alpha 1, je ne sais pas trop comment il faut le dire. Si vous avez la réponse, commentaire comme d'habitude. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de vous parler de mon comparatif. On va donc aborder différents sujets. Un premier qui va concerner l'ergonomie de ces deux boîtiers, un second qui va concerner la qualité d'image et un dernier, enfin, qui va concerner l'autofocus. Ce qui sont en gros les trois points, les trois critères majeurs que moi je vais regarder quand je cherche à m'équiper d'un nouveau boîtier. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner, à la liker, à laisser un commentaire. Déjà, ça me fait plaisir. C'est le meilleur moyen pour vous de montrer votre soutien à la chaîne et puis de me donner envie de continuer à vous proposer du contenu toujours plus varié et, je l'espère, toujours plus intéressant. On commence par l'ergonomie et pour ce qui est de l'ergonomie, on va d'abord regarder un premier élément qui est l'écran. L'écran arrière qui est un écran orientable sur les deux boîtiers. Alors sur le Canon, il s'oriente un peu plus que sur le Sony. Vous pouvez tout simplement le retourner face à vous, ce qui peut être très pratique pour faire du vlog notamment. Vous pouvez ensuite le retourner vers le haut, vers le bas. Enfin bref, il tourne un peu dans tous les sens. Ça, c'est plutôt pas mal, notamment si vous faites de la macro ou si vous avez tout simplement cet usage, même tout simplement faire des photos au-dessus d'une foule. Vous pouvez simplement vous mettre comme ça. Ça, c'est vraiment super pratique. Sur le Sony, on a également un écran orientable qui, par contre, ne s'oriente que vers le haut et, dans une moindre mesure, vers le bas. C'est tout. On ne peut pas l'orienter vers le côté, on ne peut pas le retourner face à soi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour faire du vlog ou pour faire un autoportrait. Tout ça, c'est pas possible. On a un système qui est une articulation qui est en métal, qui a l'air plutôt costaud. Je m'inquiète juste personnellement de la nappe électronique qu'on voit ici. Le fait qu'elle soit visible comme ça, finalement assez peu cachée, me fait un peu peur. Pour autant, en termes de fabrication, j'avoue que je ne suis pas plus rassuré par le système utilisé par Canon avec un seul point d'ancrage qui est ici, alors qu'il est indispensable pour pouvoir tourner dans autant de sens. Mais on se retrouve avec quelque chose qui, à mon avis, est un point de faiblesse du boîtier. Ensuite, quand on regarde le reste de l'ergonomie, alors si vous connaissez Canon, on reste vraiment sur la lignée de ce qu'on a pu connaître avec les EOS 1D, avec les 5D, les 7D, voilà, avec simplement des boutons qui ont tous migré sur la partie droite, il n'y a plus rien sur la partie gauche, et on va retrouver les boutons classiques, une molette ici, une ici, et enfin une dernière ici, afin de pouvoir utiliser un peu tous ces réglages. Le fameux écran qui est présent sur le R5 et pas sur le R6. Ça, je l'avais déjà dit, mais c'est un peu limite, je trouve, parce que je pense que c'est pas ça qui coûte une fortune à Canon. Ils auraient pu le mettre sur le R6 comme ils l'ont mis sur le R5. Et le bouton on-off qui se situe ici. Sur l'Alpha One, alors là, on a quelques boutons ici, à peu près autant que sur le Canon. Par contre, ce qui change grandement, c'est sur le dessus. Sur le dessus, on se retrouve avec des bagues et des molettes dans tous les sens. On en a une double ici qui permet à la fois de gérer l'autofocus, donc MF, AFS, AFC, etc. Moi, cette première molette me pose déjà un premier problème qui est que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais débrayé l'autofocus ici, je l'avais également débrayé sur l'objectif et du coup, quand il a fallu repasser en iPhone, en AFS même, je me suis retrouvé à le changer ici, à avoir oublié que je l'avais aussi enlevé sur l'objectif. Et donc voilà, je ne comprends pas du coup trop l'intérêt d'avoir la possibilité de passer en mode MF ici. Je préfère le faire uniquement personnellement sur l'objectif. Alors je peux comprendre que ça puisse être intéressant parce que ça peut permettre, par exemple sur certains objectifs, de retirer le switch MF-AF. Mais je pense que pour la majorité des utilisateurs, ce n'est pas une fonction très intéressante. On a ensuite une molette qui va permettre de gérer les modes rafale, le nombre de prises de vue, le retardateur. On va avoir de l'autre côté la molette qui va nous permettre de choisir entre M, S, A, P, les différents modes de prise de vue. Deux molettes, une ici à l'index, une ici au pouce, qui vont pouvoir permettre notamment de gérer la vitesse, l'ouverture,
Vous pouvez configurer les ISO, enfin on peut mettre pas mal de choses sur ces molettes. Et enfin, une dernière qui permet de gérer directement l'exposition, de surexposer ou sous-exposer directement avec cette molette. Toutes ces molettes ont quasiment toutes ont un système de sécurité où il faut appuyer sur le bouton qui est au milieu avant de la tourner, ce qui permet d'éviter que ça se dérègle tout seul. Et sur la partie exposition, on peut le verrouiller en appuyant sur le petit bouton qui est ici, ce qui évite de pouvoir la tourner. Ça, c'est plutôt pas mal. Si on continue sur cette partie ergonomie, ce qu'on peut regarder, ce sont les logements de carte mémoire. Alors, sur le Sony, on a deux slots qui peuvent à la fois prendre une carte SD ou une CF Express type A. Oui, c'est une type A, alors que chez Nikon, chez Canon, aujourd'hui, vous avez de la compatibilité avec de la type B. Sony a fait le choix de rester sur la CF Express type A. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je ne comprends pas, comme vous. Ce qui est pas mal, c'est en tous les cas qu'on puisse utiliser les deux types de cartes dans les deux slots. Ça, c'est vraiment bien fichu. Sur le Canon, ici, on a également deux slots, un slot SD, un slot CF Express. Ici, un CF Express type B. Donc les deux slots ne sont pas compatibles pour les deux types de cartes. Donc il y en a un qui est dédié à la SD, un qui est dédié à la CF Express. Bon, globalement, ça fait le job. C'est toujours pratique d'avoir deux slots dans l'un comme dans l'autre des boîtiers. Donc à ce niveau-là, pas forcément de grosses différences. On continue avec un petit point de détail avant de parler de la qualité de construction, de fabrication et des matériaux utilisés. Sur le boîtier Canon, pour pouvoir changer d'objectif, mon bouton va être ici, ce qui va me permettre d'appuyer et puis avec ma main droite de mettre un objectif et de le tourner pour le mettre ou l'enlever. Ce qui est un mouvement qui me paraît plutôt logique. Après, c'est peut-être parce que j'y suis habitué depuis très longtemps. Sur le Sony, c'est l'inverse, le bouton est là, c'est-à-dire qu'il faut que j'utilise ma main gauche pour pouvoir changer mon objectif. Je trouve que le mouvement est moins naturel, moins confortable et pas forcément très pratique. Ensuite, si on regarde la protection du capteur sur le Sony, quand vous enlevez le cache, vous avez directement votre capteur qui est visible, donc potentiellement plutôt sujet à se récupérer des poussières. Sur le Canon, c'est vrai qu'on a le volet qui s'installe directement. Quand on met le boîtier sur off, ça marchera mieux comme ça. Hop, le petit volet de protection qui permet tout simplement d'éviter qu'il y ait la moindre poussière qui rentre. Ça, c'est vraiment une super innovation. On parle maintenant de la qualité de fabrication des matériaux. Alors là, moi qui suis utilisateur de Canon depuis de nombreuses années et qui avait pas mal d'a priori sur les boîtiers Sony, je suis plutôt très impressionné et très content de ce qu'a fait Sony sur ce boîtier. Tous les matériaux sentent la qualité, que ce soit les plastiques, tous les éléments, quand on le tient, quand on le prend, on sent qu'on est sur quelque chose de pro qui a été vraiment construit a priori pour être solide, pour tenir dans le temps. Vraiment à ce niveau-là, chapeau Sony, ce boîtier, c'est vraiment un petit bijou de construction, de fabrication. Le Canon, de son côté, est bien construit, c'est très costaud, c'est du magnésium, ils savent faire, on n'en doute pas. Pour autant, je trouve que ça fait globalement un peu plus cheap. Les plastiques font plus simple, le feeling est un peu moins bon quand on les manipule. Je vous ai parlé de la rotule qui est ici, mais l'arrière de l'écran c'est pareil. Donc à ce niveau-là, finalement, clairement, le Sony est largement devant. Alors maintenant qu'on a regardé l'ergonomie et la construction extérieure de ces boîtiers, je vous propose de passer quelques instants sur les menus et sur la manière dont ils sont organisés. Alors moi, comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs années que j'utilise des boîtiers Canon, je suis plutôt habitué à leur fonctionnement. Je trouve que c'est bien fichu, que c'est plutôt simple, que c'est plutôt clair. On a un système d'onglets avec un numéro par onglet. Il faut forcément les avoir un peu pratiqués pour retrouver les éléments qu'on cherche. Mais en tous les cas, quand on a besoin même d'infos ou de guider quelqu'un, il suffit de lui dire dans quelle partie, dans quelle rubrique on va, ensuite dans quel numéro d'onglet, et là on va retrouver facilement ces petits. Sur le Sony, on a un système également avec un découpage par onglet, mais qui n'est pas organisé de la même manière, comme vous pouvez le voir sur les images que vous avez en ce moment à l'écran. Globalement, je trouve ça très compliqué de s'y retrouver. Souvent, les phrases, comme elles sont un peu longues, sont tronquées, donc il faut valider un sous-menu pour réussir à voir exactement ce qu'il contient. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps à chercher ces petits et c'est vraiment dommage. C'est pas du tout intuitif. J'ai passé plusieurs semaines avec ce boîtier. Malgré ça, j'ai toujours pas réussi à m'y faire. C'est vraiment dommage.
Quand je vois la qualité du boulot qu'ils ont fait sur la fabrication, sur globalement l'ergonomie extérieure, qui certes est complexe mais est plutôt très logique et bien fichu, je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'aient pas poussé jusqu'à faire des menus plus ergonomiques, plus simples, plus accessibles. Maintenant, on va aborder la partie qualité d'image. Sur la partie qualité d'image, je vais être plutôt rapide et très concis. Vous avez d'un côté un boîtier avec 45 millions de pixels, le Canon, et un boîtier avec 50 millions de pixels, le Sony. On a ici des capteurs qui sont fantastiques, avec un niveau de détail, avec une qualité qui, à mon avis, ne peut décevoir personne. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, si c'est la qualité du capteur, la qualité des fichiers que vous recherchez, vous allez l'avoir. En termes de montée en ISO, vous allez pouvoir le voir avec les images qui vont défiler maintenant. Donc, je vous ai fait des images de 800 à plus de 50 000 ISO avec différents niveaux pour que vous puissiez comparer ce que propose le Canon et ce que propose le Sony. Alors, quand on regarde les images, quand on les crop, je trouve que la limite effective pour avoir la pleine qualité du Canon va être autour de 20 000 ISO. Sur le Sony, on peut se permettre de monter un petit peu plus. On peut aller jusqu'à 30 000, voire 40 000 ISO en fonction des conditions. On reste avec des niveaux de détail qui sont très bons, mais surtout, le défaut du capteur du Canon, quand vous montez fort en ISO, c'est un moutonnement qui prend une certaine couleur. On va commencer à avoir des franges d'aberrations chromatiques qui vont apparaître, ce que vous avez beaucoup moins vite avec le Sony. Donc à ce niveau-là, un bruit que je trouve mieux maîtrisé sur le Sony que sur le Canon, alors que pourtant c'est le Sony qui a le plus de millions de pixels. Dernier sujet, dernier point et qui est peut-être le plus important pour beaucoup d'entre vous, l'autofocus. Alors l'autofocus, vous avez à peu près les mêmes modes entre le Sony et le Canon. Vous avez un mode d'autofocus spot, donc un point que vous allez placer. Vous allez avoir également des modes de détection, des modes automatiques, notamment le mode qui permet de détecter les yeux et le regard de votre cible. Et ça, c'est vrai qu'en animalier, c'est très intéressant puisque parfois ça peut permettre d'être sûr d'avoir la mise au point sur l'œil de l'animal notamment. Mais si vous faites du portrait humain, c'est la même chose. C'est par l'œil que passent les émotions, c'est toujours là-dessus qu'on se focalise et qu'on tient à faire le point. Et là, vous avez finalement deux philosophies. Chez Canon, quand vous allez sélectionner, quand vous allez être dans les menus et que vous allez choisir le type de sujet sur lequel vous voulez trouver le visage et l'œil, vous allez soit lui dire « je cherche un œil humain », soit un œil animal, soit « j'ai pas de préférence ». Si vous dites que vous n'avez pas de préférence, globalement, l'autofocus va chercher un peu tous les types de sujets. Donc forcément, il sera un tout petit peu moins rapide, même si, en toute sincérité, moi, je ne l'ai jamais vraiment ressenti. Mais donc, vous allez dans tous les cas avoir finalement deux choix principaux, soit un homme, soit un animal. Sur le Sony, non. Sur le Sony, vous allez choisir un homme, un animal ou un oiseau. Donc un oiseau, ce n'est pas un animal. Et du coup, la vraie problématique, quand vous êtes notamment photographe animalier, c'est que si vous choisissez dans le menu animal et que vous allez viser un oiseau, eh bien, il ne va pas détecter votre sujet, il ne va pas chercher à voir son œil, à voir sa tête. Non, ça ne marchera pas. Idem, si vous êtes en mode oiseau et que vous avez un mammifère qui passe devant vous, eh bien, pareil, ça ne marchera pas. Et donc, à ce niveau-là, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est très horripilant parce que vous vous retrouvez en affût. Et moi, les premières fois que je l'ai utilisé, je m'étais dit qu'il proposait animal et oiseau pour avoir une certaine finesse, une certaine rapidité supplémentaire. Mais j'imaginais pas qu'en choisissant animal, ça ne marcherait pas avec les oiseaux et vice-versa. Et donc, si vous ne l'avez pas prévu et que vous ne l'avez pas configuré sur le bouton FN de votre boîtier, donc c'est ce que vous pouvez faire. Moi, je l'ai mis sur ce bouton-là, ce qui me permet directement, quand je suis en affût, de passer d'un type de sujet à l'autre. Voilà, c'est une manipulation supplémentaire, c'est pas très pratique. À nouveau, c'est pas très intuitif et là, vraiment, je trouve ça très dommage. Mais alors, vous allez me dire, très bien, une fois qu'on a bien configuré son boîtier, comment est-ce qu'il marche cet autofocus? Est-ce que ça fonctionne bien? Eh bien alors, si on se concentre à nouveau sur la détection de sujet, je trouve que le Sony est vraiment un gros pas derrière le Canon. Sur le Canon, quels que soient les types de sujets, je pense que dans plus de 80% des situations, il détecte et il fait le point
Moi, il m'a déjà bluffé sur des sujets où j'imaginais pas qu'il allait pouvoir détecter la tête, notamment sur des passereaux un peu lointains, sur des sujets qui étaient masqués par un avant-plan. Mais si, ça a fonctionné. Sur le Sony, pas du tout. Le Sony, j'ai raté, je pense, des dizaines d'images parce que j'étais resté en mode détection de sujet et que, alors qu'il n'y a aucune raison, hein, un sujet qui était bien placé, qui était plutôt bien découpé sur l'environnement, non, l'autofocus a refusé de fonctionner. Pourtant, c'était des oiseaux, j'étais configuré un oiseau. Non, vraiment, je suis très déçu à ce niveau-là. La détection de sujet, je trouve, chez Sony est loin d'être au niveau de ce que propose Canon. Alors que pourtant, dans mon esprit et avant de faire les tests, j'avais plutôt le sentiment que Sony allait mettre une grosse raclée à Canon là-dessus. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. À ce niveau-là, le Canon, il est vraiment meilleur. J'ai notamment testé sur une longue session où j'ai photographié des hirondelles en vol. Eh bien, j'ai grosso modo plus de 30% des images avec le Canon qui sont nettes. Et quand je vous dis net, c'est parfaitement net. Alors que j'en ai moins de 10% avec le Sony. C'est quand même une vraie grosse différence. Pour moi, la détection de sujet, ça a vraiment été le game changer qu'on a pu avoir avec ces boîtiers hybrides. Et le fait du coup que le boîtier que propose Sony, qui est pourtant le boîtier le plus haut de gamme, à plus de 6 000 €, le boîtier Pro, ne propose pas quelque chose qui soit parfaitement fonctionnel et sur lequel on peut s'appuyer, pour moi, c'est un vrai souci. 2 points à aborder avant de conclure. Le premier concerne la rafale. La rafale, avec ce Sony, peut monter à 30 images par seconde, sous réserve que vous utilisez certains objectifs Sony. Vous avez la liste sur leur site. Sur le Canon, on est limité à 20 images par seconde. Ensuite, avec ce Sony, en termes de vitesse d'obturation, vous pouvez aller jusqu'au 32 millièmes de seconde quand on est limité au 8 millièmes de seconde sur le Canon. Bon alors, sur le papier, 32 millièmes, c'est très intéressant. Après, il faut énormément de lumière, vous l'imaginez bien. Mais pour le photographe qui cherche à faire de la photo ultra rapide, ça peut être super intéressant. Et en tous les cas, ça peut permettre d'ouvrir certains débouchés créatifs. Et donc en conclusion, finalement, plutôt Sony ou plutôt Canon, alors ces deux boîtiers ont chacun leurs arguments. Il y a des plus, il y a des moins des deux côtés. Hein. Clairement, aucun des boîtiers n'est idéal, n'est parfait. Malgré tout, pour moi, l'ergonomie de ce boîtier, l'autofocus en mode détection de sujet font aujourd'hui que si je devais choisir, si je partais de zéro, c'est pas le Sony que je choisirais, c'est le Canon. Malgré ça, le Canon clairement n'est pas parfait. En termes de sensibilité ISO, il est moins bon que le Sony. Alors même si ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnellement moins bon, il reste quand même un cran derrière. Il a également, et ça c'est très dommage, il souffre de quelques bugs. J'en avais parlé pendant une précédente vidéo, mais ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir le boîtier qui se fige, qui se bloque, qui bug tout simplement. Et la seule solution, c'est de retirer les batteries pour le redémarrer. Ça, c'est quand même très dommage sur un boîtier à plus de 4 500 €. Sur le Sony, j'ai jamais eu le moindre bug. Ça fonctionne parfaitement, même sur des très grosses séances. Ça chauffe très peu. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, bravo à nouveau Sony. Quand effectivement, sur le Canon, vous avez aussi un boîtier qui va chauffer. Alors, en photo, ce n'est pas forcément un gros problème. Vous allez juste sentir que le boîtier est chaud dans votre main. Moi, il ne s'est jamais arrêté à cause de ça. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est dommage. Je pense que sur ces niveaux de prix, on devrait avoir droit à quelque chose qui ne bug jamais, qui chauffe beaucoup moins et qui du coup ne donne pas parfois l'impression d'avoir été sorti peut-être un peu à la va-vite. Voilà pour mon comparatif entre le Sony Alpha 1 et le Canon EOS R5. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous étiez dans le doute, si vous vous demandiez quel boîtier choisir, j'espère que je vous aurai aidé dans votre choix, soit vers l'une des solutions, soit vers l'autre. Je n'ai pas trop abordé les parcs optiques. J'ai volontairement gardé cette partie-là peut-être pour une future vidéo, qui sait. Là, j'ai vraiment voulu me focaliser sur les boîtiers et sur ce qu'ils proposent. Si vous avez aimé cette vidéo, comme je vous l'ai dit en intro, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à poster un commentaire et à vous abonner. En tous les cas, moi j'ai encore plein d'idées de vidéos que j'ai envie de vous proposer, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.